voilà, je vais essayer d'être assez rapide. Je peux volontiers être bavard sur le sujet parce que voilà, je m'occupe de patientes atteintes d'endométriose depuis 25 ans. J'ai commencé à une époque où on ne savait pas trop ce que c'était, où le mot endométriose n'était pas prononcé dans le cursus des études médicales. Donc évidemment, avec une grande méconnaissance sur le sujet. Puis on a de plus en plus fait de recherches et de plus en plus clarifié nos pensées. J'ai participé à l'élaboration des RPC à plusieurs sujets à plusieurs reprises sur ce sujet-là. Les patientes, elles consultent principalement, non pas parce qu'elles ont de l'endométriose, mais en général parce qu'elles ont mal. Et donc tous les enjeux, ça va être les enjeux de diagnostic, mais ça, Arnaud vous en parlera tout à l'heure. Dans la prise en charge, les enjeux vont être de deux ordres. Ils vont être d'une part d'améliorer leur qualité de vie, d'autre part sur la fertilité lorsqu'elle est en jeu. Et ça, c'est les enjeux majeurs. C'est-à-dire que globalement, on ne cherche pas forcément à éradiquer la maladie, pas du cancer. On cherche à travailler sur la fertilité, l'amélioration de la fertilité, la préservation de la fertilité, et sur les symptômes, et au-delà des symptômes, sur la qualité de vie. Il y a une nuance importante, vous le savez, entre symptômes et qualité de vie. Les symptômes vont nous donner des orientations diagnostiques, des orientations sur la localisation des lésions. En revanche, les symptômes ne sont pas complètement corrélés à la qualité de vie. J'en veux pour preuve que, par exemple, la dyspareunie, si la patiente n'a pas de relation sexuelle, voilà, ça restera un symptôme occasionnel, mais sans impact sur la qualité de vie. En revanche, ça peut au contraire être un élément très défavorable dans la qualité de vie des patients. Donc, on va travailler la qualité de vie, on va travailler la préservation de la fertilité. En face des traitements, eh bien, il y a des écueils qu'on va chercher à limiter. Premièrement, c'est l'échec thérapeutique et on y est souvent confronté. Les complications, que ce soit les complications des traitements médicaux, notamment hormonaux, mais les complications chirurgicales aussi. Et puis le troisième défi, c'est la problématique des récidives, parce que c'est une maladie très volontiers récidivante. J'ai pas la main sur les dias, voilà. Oui. Alors, un petit mot, et pour l'évacuer assez vite, la chirurgie. Il y a un énorme malentendu autour de l'endométriose, parce que les premiers à s'être occupés de patientes atteintes d'endométriose, ce sont des chirurgiens. Pour une raison simple, ce sont les chirurgiens qui en faisaient le diagnostic. On n'avait pas d'IRM, l'écho était peu performante, la patiente avait des douleurs de règles, et globalement, on ne voyait rien. Et donc, c'est quand finalement on mettait un célioscope dans le ventre que tout d'un coup on se disait « Ah, bah, c'est de l'endométriose ». Et donc, un chirurgien, quand il voit une pathologie, qu'est-ce qu'il sait faire de la chirurgie? Il va donc opérer l'endométriose. Et donc, pendant longtemps, on a été dans ce circuit. On envoyait, quand on pensait qu'il y avait une forme, et en général, c'était des formes sévères, on les envoyait aux chirurgiens qui les opéraient, qui les renvoyaient en ville, et puis les patients récidivaient, etc. Les indications chirurgicales de l'endométriose, les indications formelles, elles sont rares, très rares. Ça n'est pas une pathologie qui met en jeu la vie de la patiente, et c'est exceptionnellement une pathologie qui va mettre en jeu un organe. Ça va être l'urétérohydronéphrose, qui peut évoluer à bas bruit et donc être assez pernicieuse. Et tous les ans, on se retrouve avec des patientes à qui on va faire une néphrectomie parce qu'une endométriose pelvienne a fini par infiltrer, obstruer un octet. Donc ça, voilà, quand même l'avoir en tête. Et puis, on a des rares cas, des cas assez exceptionnels d'occlusion, voire d'invagination. On a publié un cas, ou de perforation digestive. Mais enfin, tout ça, c'est exceptionnel. Il ne faut pas garder ça en tête. Dans l'immense majorité des cas, les patientes n'ont pas formellement d'indication chirurgicale.
mais la chirurgie va rester une arme thérapeutique potentielle pour ces femmes-là, dont il faudra vraiment peser la balance bénéfice-risque avant de la mettre. Qu'est-ce qui va être important du coup, à partir du moment où il n'y a pas une indication formelle? Ce qui va être important, c'est d'évaluer la problématique de la patiente. Et donc, essentiellement, d'évaluer la qualité de vie de la patiente. Et donc, avec Arnaud Fauconnier, on a travaillé depuis 15 ans à élaborer des outils qui permettent d'évaluer de façon fiable la qualité de vie des patientes. Et c'est ces outils qu'on utilise maintenant en routine. Donc, il y a des mesures de qualité de vie auxquelles on a ajouté aussi des échelles de symptômes qui ont été validées auprès d'un panel de patientes, etc. Ça, c'est très important, l'évaluation de la qualité de vie. La suivante. L'autre élément très important, ça va être de comprendre pourquoi les patients ont mal. Et tant qu'on n'a pas bien compris ça, on est en peine pour les aider. 4 mécanismes principaux dans les douleurs associées à l'endométriose. D'une part, l'anomalie d'écoulement du flux menstruel. Ça, c'est important. Il y a probablement déjà de base une dyscontractilité utérine. Pour que les règles s'évacuent, il faut qu'il y ait un péristaltisme utérin, avec des contractions qui démarrent par le fond utérin et qui descendent ensuite vers le col pour évacuer convenablement les règles. Toute anomalie de cette contractilité, et notamment s'il y a une contracture isthmique précoce, les règles ont du mal à s'évacuer, ça fait mal, et surtout ça augmente le reflux péritonéal, qui va être un des biais possibles de l'installation de l'endométriose. L'endométriose, c'est quoi? Ce sont des cellules souches endométriales qui se greffent au niveau du péritoine. Voilà. Ça peut se faire à n'importe quel moment de la vie. Je crois que je n'ai pas mis cette diapo-là, mais ça peut se faire déjà in utero au moment de la mise en place des organes génitaux, de la différenciation des organes génitaux. Si les cellules souches endométriales qui ne doivent donc se positionner qu'au niveau du futur endomètre se positionnent ailleurs, au moment de l'adolescence, au moment de la stimulation hormonale, des îlots d'endomètre vont se développer de manière ectopique. Et puis, si ces cellules souches ont un potentiel de migration et de fixation plus élevé que la moyenne, chaque période de reflux va s'accompagner de migration de cellules souches endométriales dans la cavité péritonéale et donc d'une potentielle greffe péritonéale et donc de développement d'endométriose. Donc, premier mécanisme de la douleur, une anomalie de la contractilité du myomètre, qui va être bien évidemment aggravée aussi si en plus il y a des éléments malformatifs. Deuxième élément, l'irritation ou l'inflammation du péritoine pelvien. Les règles, ça n'est pas que du sang, loin s'en faut, c'est la dégradation tissulaire, c'est-à-dire c'est de la nécrose tissulaire, et donc c'est extrêmement pro-inflammatoire. L'organisme va chercher à résorber ça, va le résorber en partie, va développer des phénomènes de cicatrisation qui vont se traduire par de la fibrose, par des adhérences entre les organes sur lesquels il va y avoir des localisations d'endométriose. Et puis troisième, et donc inflammation, conséquence de l'inflammation, la fixité des organes, notamment de l'utérus. L'utérus, s'il tient au milieu du petit bassin, c'est parce qu'il est tenu par 6 ligaments élastiques, 2 vers l'avant, vers le pubis, 2 latéralement vers les hanches et 2 vers l'arrière, qu'on connaît mieux, qui sont les ligaments dits utérosacrés, qui passent de chaque côté du Douglas, puis de chaque côté du rectum. Et comme ils passent de chaque côté du Douglas, ils vont volontiers être touchés par la maladie endométriosique qui va principalement être située dans cette région-là, puisque c'est la région déclive de l'abdomen, en position debout, mais aussi en position allongée. Ça reste le point creux du ventre. Et donc c'est là que préférentiellement
l'endométriose va se fixer, et donc sur ces ligaments qui vont se rétracter, perdre leur élasticité, et donc entraîner des douleurs à chaque fois qu'on va mobiliser l'utérus. Ça peut être évidemment au cours des rapports sexuels. Vous savez que le vagin à repos, il fait 6 à 7 cm, et que donc l'utérus est mobilisé lors de la pénétration. Et donc cette mobilisation utérine peut être en soi douloureuse si l'utérus est lui-même douloureux, mais indirectement, il peut entraîner une douleur par mobilisation des ligaments et des lésions d'endométriose postérieures. Et puis, on a aussi des douleurs en allant à la selle, puisque le passage des selles dans le rectum va pousser vers l'avant l'utérus, appuyer sur les lésions d'endométriose et peut déclencher des douleurs. Enfin, dernier mécanisme important à avoir en tête, la compression ou l'infiltration des nerfs pelviens. Le petit bassin, c'est un central téléphonique d'autrefois, avec des fils dans tous les sens qui véhiculent de l'information sur les 3 organes que l'on connaît bien, vessie en avant, utérus, vagin au milieu, rectum en arrière, mais aussi sur les muscles. Il y a beaucoup de muscles à l'intérieur du bassin qui permettent l'articulation du bassin avec la colonne vertébrale et l'articulation des fémurs avec le bassin. Donc, énormément de muscles internes qui vont pouvoir être source de douleur si les nerfs qui commandent ces muscles sont infiltrés ou comprimés. Et puis, donc, toutes les dysfonctions vésicales, vaginales et rectales liées par une anomalie du signal véhiculé par les nerfs pelviens. Diapo suivante. Rapidement, on a démontré que l'endométriose, non seulement engainait, mais infiltrait, détruisait les nerfs. C'est déjà assez ancien. Et à partir du moment où on a une vision non plus d'organes, mais vraiment une vision de commande et de nerfs, alors on comprend beaucoup mieux la symptomatologie douloureuse. Et donc de s'intéresser, de faire la sémiologie fine sur de quel type de douleur vous avez, sur quels organes, etc., va nous permettre de mieux comprendre la localisation d'éventuelles lésions d'endométriose. L'autre élément important à avoir en tête, c'est que de ce fait-là, on va aussi avoir des douleurs neuropathiques. Et donc, dans la prise en charge des patientes, il faudra avoir en tête cette capacité à prendre en charge les douleurs spécifiquement neuropathiques. Et donc, là encore, dans la sémiologie, important de relever ce qui va caractériser les douleurs neuropathiques, tout ce qui va être dysesthésie, tout ce qui va être sensation de brûlure, décharge électrique, etc. Voilà, l'endométriose superficielle va entraîner un stress oxydatif et un mécanisme inflammatoire. Je l'ai dit, je vais donc passer là-dessus. Dia suivante. Et évidemment, en première intention, on va réfléchir à supprimer les règles, parce que à partir du moment où on supprime les règles, on supprime cette dégradation et cette réaction inflammatoire extrêmement forte, parce que les règles qui vont donc être issues des lésions d'endométriose vont se répandre dans la cavité péritonéale sans pouvoir sortir. Les règles normales sortent évidemment par le col et le vagin, mais les règles qui proviennent des lésions d'endométriose ne peuvent pas sortir et donc entraînent de fortes douleurs, une forte inflammation et tout ce qu'on a pu dire. Dès qu'on va supprimer ces règles, eh bien, on va améliorer la situation. On ne va pas faire disparaître les lésions d'endométriose, elles sont là toujours. Hein. C'est de l'endomètre, c'est de la muqueuse endométriale, mais qui ne bouge pas, qui ne va pas se dégrader sous forme de règles, et donc qui va limiter le processus inflammatoire. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un processus inflammatoire complet, c'est 3 mois. Et comme les règles elles surviennent chaque mois, en fait, il y a un empilement de processus inflammatoires et c'est pour ça que ça s'emballe quelque part. Si les femmes n'avaient des règles que tous les 3 mois, globalement, on aurait beaucoup moins de problématiques douloureuses et inflammatoires. La suivante. Voilà, je vous ai mis cette dia. Vous voyez bien tous les muscles présents dans le bassin. Vous voyez bien les racines sacrées et l'ensemble des ramifications.
qui vont pouvoir être impactés par l'endométriose. Diapo suivante. Il y a une corrélation du coup entre le type d'endométriose et le type de douleur. Plus l'endométriose va être profonde, ça ne veut pas dire que c'est plus sévère, profond, ça veut dire que c'est sous le niveau de la mer, c'est-à-dire que superficiel, ça va être intrapéritonéal, et profond, ça va être sous-péritonéal. Et donc, à chaque fois que l'endométriose est sous-péritonéale, elle va, avec une plus grande probabilité, rencontrer des nerfs et donc engendrer des douleurs. Et ça, c'est un travail très ancien, on n'a pas refait depuis, mais qui montre que chez les patientes à qui on faisait une exploration pour infertilité inexpliquée, eh bien on retrouvait de l'endométriose superficielle, mais très peu d'endométriose profonde, et que lorsqu'il y avait des douleurs cycliques associées à l'infertilité, alors on retrouvait avec une beaucoup plus grande fréquence de l'endométriose profonde. Diapositive suivante. Oui, je vais passer là-dessus aussi. Diapositive suivante. Alors, dans l'endométriose profonde, ce qu'on va constater, c'est qu'on va avoir essentiellement de la présence de tissus fibreux, voire musculaires lisses, et très très peu de tissus glandulaires. Donc, pourquoi? Parce que les réactions de cicatrisation vont contenir de plus en plus, hein, et engendrer de la fibrose. Ce qui fait que finalement, les traitements hormonaux vont avoir un moindre effet malgré tout, même si l'effet suppresseur est parfois suffisant, mais vont avoir un moindre effet, et en tout cas vont assez peu faire disparaître la problématique qui est essentiellement fibreuse. Alors, malgré tout, comme on fait disparaître la composante inflammatoire, sur le long terme, en supprimant les règles, même sur les lésions fibreuses, on va avoir un gain. Voilà, quand on regarde la dyspareunie profonde, hein, la dyspareunie typique d'endométriose sous-péritonéale, ça va être une dyspareunie profonde, balistique, positionnelle. C'est quand le sexe atteint le fond du vagin. Balistique, plus ça va taper, plus ça va faire mal. Et positionnel, parce que dans certaines positions, plus que d'autres, parce que globalement, si le sexe du partenaire va plutôt vers l'avant des zones où il y a en général beaucoup moins d'endométriose vers la vessie que vers le cul-de-sac vaginal postérieur en regard du cul-de-sac de Douglas, eh bien, il y aura moins de douleur. Mais sur le long terme, c'est-à-dire après plus d'un an de traitement permettant d'obtenir une aménorrhée, on a une amélioration de la dyspareunie profonde parce qu'il n'y a plus la composante inflammatoire. L'autre élément très important à avoir en tête, c'est que l'endométriose va sécréter des facteurs de croissance vasculaire, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a une hypervascularisation parce que ces implants endométriosiques ont besoin de sang pour croître. Donc ça, c'est un mécanisme bien classique, bien connu. Mais il va y avoir aussi une croissance des terminaisons nerveuses. Et globalement, en moyenne, on va avoir 50 fois plus de terminaisons nerveuses chez les patientes qui ont de l'endométriose que chez les patientes qui n'ont pas d'endométriose. Et c'est pour ça, par exemple, qu'un frottis, un simple frottis, est douloureux chez une patiente qui a de l'endométriose parce qu'elle a 50 fois plus de capteurs. Si en plus, il y a une composante neuropathique, c'est-à-dire que si ces fibres nerveuses sont elles-mêmes abîmées, alors il va y avoir une dysesthésie, c'est-à-dire qu'au lieu de sentir, ça va se traduire par de la douleur, comme au niveau cutané, des gens qui ont des douleurs neuropathiques au niveau des membres, vous les caressez, ils ont l'impression que vous leur arrachez la peau ou vous leur brûlez la peau, la composante dysesthésique, et donc beaucoup de patientes ont des brûlures vaginales. On s'acharne à essayer de trouver une éventuelle infection qu'elles n'ont pas, une éventuelle mycose qu'elles n'ont pas. Elles ont simplement pas simplement, c'est pas simple, mais elles ont une dysesthésie par une atteinte des nerfs sensitifs. Diapositive suivante. Et puis,
la problématique de l'hypervascularisation va elle-même pouvoir engendrer des douleurs. Et ça, c'est particulièrement vrai chez les patientes qui ont de l'adénomyose. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est de parler de varices pelviennes. En fait, ce ne sont pas des varices au sens vrai du terme, ce n'est pas une pathologie valvulaire veineuse, c'est une hyperémie, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de l'adénomyose, il y a un appel, il y a un facteur de croissance vasculaire, donc il va y avoir beaucoup plus d'afflux artériel au niveau de l'utérus, et donc beaucoup plus de retour veineux. Et donc, il va y avoir une hypertrophie veineuse latéro-utérine bilatérale. Et cette hypertrophie veineuse, elle va venir très vite jusqu'au contact des racines nerveuses qui viennent du sacrum, puisqu'il y a un croisement en fait entre les nerfs et les veines au niveau des trous sacrés. Et donc, une dilatation veineuse va entraîner une compression nerveuse et des douleurs neuropathiques par ce phénomène de compression. Et puis, on peut avoir des compressions non pas vasculaires, mais des compressions fibreuses aussi, puisque les ligaments hétérosacrés, comme leur nom l'indique, vont jusqu'au sacrum et vont pouvoir aussi coincer les racines nerveuses S2, S3. Je crois que j'ai une autre image après. Diapo. Là, je ne rentre pas dans le détail, mais pour qu'on ait bien en tête qu'à côté de l'innervation sensitive et de l'innervation motrice des muscles striés, il y a les nerfs splanchniques. Et ces nerfs splanchniques, là aussi, sont extrêmement présents au niveau du petit bassin, donc avec de la motricité fine au niveau vaginal. Le vagin contient des fibres musculaires qui vont lui permettre de se relâcher au niveau des rapports. L'absence de relâchement peut entraîner des douleurs. Ça a aussi une action sur la contractilité utérine, on en a parlé tout à l'heure. Mais vous allez avoir aussi tout ce qui va concerner la vessie et la synchronisation entre la sensation de besoin, la contraction du détrusor et le relâchement du sphincter vésical. Et puis, vous allez avoir la même chose au niveau rectal, avec la nécessaire coordination entre la sensation de besoin, la contraction rectale et le relâchement du sphincter anal. Toute altération d'une partie de ce système nerveux autonome dans cette région-là va envoyer des informations erronées au global et potentiellement entraîner une dysfonction complète, notamment de tout le système digestif, en commençant par l'estomac, en continuant par le système biliaire, le système pancréatique, le système digestif d'intestin grêle et colon. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de colopathie fonctionnelle chez les patientes atteintes d'endométriose. C'est une dysfonction globale. Elle parle aussi des patientes d'endobélie. Elles disent qu'elles ont le ventre et elles prennent des photos, elles ont un ventre comme si elles étaient enceintes de 6 mois dès qu'elles ont mangé, et en particulier certains aliments dits pro-inflammatoires. Diapo suivante. Et puis vous avez des afférences entre le système végétatif et le système somatique. Et donc, vous allez pouvoir avoir des contractures musculaires. Et on a fréquemment des contractures irréductibles des muscles releveurs, les fameux muscles sur lesquels on s'acharne en rééducation après l'accouchement, dans un mode au contraire de contraction pour leur donner un tonus. Là, il faudrait réussir à les faire travailler en relâchement. Les patientes n'arrivent pas à relâcher leurs muscles du périnée, ce qui va être source de dyspareunie, d'intromission, mais qui peut être aussi une source de difficulté à l'exonération. Diapositive suivante. Voilà, ça c'est une photo opératoire que j'ai faite. On avait un nodule sur le ligament hétérosacré qui a été réséqué. Qu'est-ce qu'on voit en dessous, dans l'espace sous-péritonéal? Eh bien, on voit ici le nerf hypogastrique inférieur qui descend du plexus hypogastrique inférieur et qui va aller à la vessie. Et on voit en dessous les racines sacrées qui sortent du sacrum ici. Là, on est sur S2, puis en dessous, très très proche, il y a S3. Et puis, vous avez toutes ces petites ramifications. Tout ça, ce sont des nerfs
Tout ça, ce sont des nerfs qui vont commander, être responsables de la sensibilité et de la commande du rectum. Là, vous en avez d'autres qui vont pour le vagin et encore d'autres pour la vessie. Donc, vous voyez, on est bien sur un carrefour neurologique qui va être très, très, très vite impacté par l'endométriose. Et donc, vous voyez ici, ça, c'est la lame des ciseaux qu'on utilise en cœlioscopie. Ça fait 1 centimètre de long. Donc, vous voyez ici, on travaille sur des fibres nerveuses qui ne font même pas 1 millimètre, hein, mais qui, lorsqu'elles sont engainées, peuvent être extrêmement source de problèmes et de douleurs. Diapositive. Dernier élément, les modifications du système nerveux central. C'est-à-dire, comme je dis aux patientes, s'il y a une douleur, c'est qu'il y a un problème, un capteur, un fil électrique et un ordinateur central. Et on sait déjà de longue date que les douleurs chroniques vont entraîner une modification de la structure du système nerveux central dans les zones qui gèrent les symptômes douloureux, avec plus ou moins d'impact aussi avec le lobe frontal et les émotions. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'aller rechercher des éléments. Alors moi, j'utilise pas mal le score de catastrophisme qui vont expliquer en partie la majoration du ressenti des symptômes, parce qu'on peut être frappé parfois de voir des patientes qui ont très peu d'endométriose, mais des symptômes douloureux très élevés, et donc qui peuvent s'expliquer par de catastrophisme, qui peuvent s'expliquer aussi par l'impact d'un passé traumatique, notamment dans cette zone-là. Je parle des agressions sexuelles, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Je veux dire par là qu'il y a des mécanismes de défense qui font qu'il y a perte de mémoire de l'événement traumatique, mais aussi parfois l'événement traumatique a eu lieu à un âge inframémoriel, avant l'âge de 3 ans. Cependant, le corps et le système nerveux central en gardent la mémoire, et donc tout ce qui va toucher cette zone-là va être particulièrement vécu comme douloureuse. Diapositive suivante. Les principes thérapeutiques sont les mêmes que dans toute pathologie et pathologie chronique. Traiter la cause du symptôme chaque fois que c'est possible, mais je vous ai dit, évitons des chirurgies invasives et itératives. La prévention, prévenir le symptôme, c'est mieux que de le calmer. Et quand on le calme, il faut vraiment être très efficace. Mais il faut garder le patient le plus valide possible. On est sur des patientes jeunes, actives, et donc tout ce qui va potentiellement impacter toute thérapeutique qui va impacter leur capacité à travailler va être problématique, notamment à chaque fois que les traitements vont être sédatifs. Prendre en compte toutes les composantes de la douleur, et ça c'est très important dans l'endométriose, alimentation, physiothérapie, etc. Et à chaque fois que c'est nécessaire, un soutien psychologique prolongé. Nous sommes, nous, professionnels de santé, parfois à l'origine du traumatisme par le fait de la non-reconnaissance de la pathologie. Donc les patientes se disent, en fait, je dois être folle parce que j'ai horriblement mal et on me dit que j'ai rien. Et donc ça, c'est extrêmement traumatique. L'impact sur la sexualité est extrêmement négatif aussi, parce que si la première expérience sexuelle est douloureuse, eh bien, là encore, notre cerveau reptilien va retenir que la notion de douleur et de déplaisir de la sexualité. C'est parfois, lorsqu'on n'a pas pris ce symptôme en charge précocement, c'est parfois extrêmement problématique. Diapositive suivante. Je surveille le temps, je suis un peu loin, je suis un peu long. Alors du coup, je vais pas rentrer dans le détail des traitements hormonaux, mais ça me paraissait vraiment important d'avoir ce temps sur la compréhension de ce qui se passe. Il y a un certain nombre de recommandations sur les traitements hormonaux. Globalement, ce qu'on va chercher à obtenir, c'est une aménorrhée ou une semi-aménorrhée, c'est-à-dire
on va donner des pilules œstroprogestatives dans un schéma trimestriel, voire même, si on peut, avoir des règles que tous les 6 mois. À chaque fois qu'on va donner une pilule œstroprogestative, comme il y a des oestrogènes, il y a quand même une petite part de stimulation. Et donc, on aura plus de risques d'avoir des métrorragies et ou des spottings avec une pilule œstroprogestative qu'avec une pilule progestative. Mais à partir du moment où vous avez une aménorrhée, il ne faut pas imaginer que vous allez faire mieux avec un autre traitement que celui que vous avez prescrit. En revanche, il va falloir s'intéresser aux effets secondaires potentiels et les pilules qui sont plus ou moins bien supportées en fonction du profil patient. Diapositive suivante. Diapo suivante. Bon, le tableau apparaît pas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que relativement peu de molécules ont l'AMM endométriose. Voilà. Et donc, la plupart du temps, on va utiliser des molécules qui n'ont pas l'AMM, bien qu'elles sont efficaces, parce que tout traitement hormonal progestatif, toute pilule œstroprogestative qui contient donc un progestatif, à partir du moment où elle est monophasique, ça c'est très important, si vous êtes en biphasique, vous n'allez pas pouvoir les donner en continu, et a fortiori si elles sont triphasiques, donc il faut qu'elles soient monophasiques, il faut qu'elles contiennent un progestatif du premier au dernier comprimé. Il y a quelques pilules de 4e génération où il y a des comprimés avec seulement des oestrogènes. Je pense à Clera par exemple. Eh bien, si vous partez sur Clera, il faudra bien dire aux patients, attention, ne prenez pas les comprimés où il n'y a que des oestrogènes. Puis attention avec les placebos, il y a de plus en plus de pilules qui sont prescrites avec des comprimés placebo, bien expliquer aux patientes que ce sont des comprimés placebo, qu'il ne faut donc pas les prendre et qu'il faut enchaîner directement sur la plaquette suivante, donc qu'elles le prennent en continu et sans les placebos et sans interruption. Diapositive suivante. Sur les progestatifs, globalement, tous les progestatifs fonctionnent. Avoir une attention particulière sur le désogestrel 75, Optimizette, etc., tous ces génériques, parce que c'est très faiblement dosé, 75 mg de désogestrel. Globalement, d'une façon générale, dans les pilules œstroprogestatifs, il y a un progestatif, mais qui est plutôt moins dosé que quand on donne un progestatif seul. Vous avez une pilule au nomégestrol, Zoélie, qui contient donc du luténil. Le luténil, on le donnait à la dose de 5 mg. Dans Zoélie, c'est 2 mg, voilà. Etc. Sauf le désogestrel. Dans Désobelgé, c'est 150 mg de désogestrel. Alors que le désogestrel, quand vous le donnez seul, vous le donnez à 75 mg. Et vous avez des études maintenant qui ont montré qu'au-delà d'un IMC à 30, vous perdez l'efficacité contraceptive à 75 mg, et que donc il faut donner 150 mg. Et donc, a fortiori, si vous voulez avoir une aménorrhée, dès que vous allez avoir un IMC à 25, en général, le 75 mg ne sera pas suffisant. Diapositive suivante. Donc, vous connaissez la problématique des progestatifs et donc le surrisque de méningiome qui est avéré maintenant pour pas mal de progestatifs. Il y a 2 progestatifs qui ont été innocentés, la progestérone et le Dufaston, mais ce sont 2 progestatifs qui ne sont pas intéressants dans l'endométriose puisqu'ils ne sont pas antigonadotropes et donc n'ont aucun effet de blocage du cycle et des règles. Il y a un certain nombre de progestatifs pour lesquels on n'a pas suffisamment de données, et je pense notamment au Dienogest, qui est donc très à la mode, là, qu'on prescrit très très largement, parce qu'il a l'AMM et parce que pour l'instant on n'a pas d'alerte, mais il ne faut pas se leurrer, c'est un effet de classe médicamenteuse, ce n'est pas un effet de molécule, et donc on va le rencontrer avec tous les dérivés de la progestérone. Et donc il suffit d'attendre un peu et on va avoir le même surrisque. Il est dose dépendant et durée dépendant. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que si on peut arriver à baisser très vite la dose de progestatif, c'est sûrement une bonne chose.
En revanche, on a dit que les progestatifs, en tout cas l'utéran, le luténil, étaient interdits. C'est faux, ils ne sont pas interdits. On peut continuer de les prescrire. On doit une information précise aux patientes et on doit surtout mesurer avec elles la balance bénéfice-risque. Mais moi, j'ai des patientes qui ne sont bien que sous lutéran et donc je continue de leur prescrire le lutéran tous les ans en leur faisant remplir le papier réglementaire et en étant très à l'écoute de symptômes neurologiques et en faisant donc les IRM selon les modalités recommandées par la NSM. Diapositive suivante. Les traitements médicamenteux, là je vous ai fait un petit focus sur les traitements des douleurs neuropathiques. Bon, vous connaissez ça, mais voilà, il faut penser à prendre en charge des douleurs neuropathiques chez ces patientes-là. Diapositive suivante. Et puis je finirai par là parce qu'il est déjà très tard, mais globalement, retenir que, et c'est la loi, qu'en matière d'endométriose, encore plus, c'est vraiment la patiente qui va prendre la décision concernant ces modalités de prise en charge thérapeutique. On doit vraiment être dans une discussion de partage d'informations, d'explications, pour qu'elle puisse, je dirais, dire bah, ça me convient, ça me convient pas. Il n'y a pas d'obligation à opérer, je l'ai dit, il n'y a pas d'obligation à prendre un traitement hormonal. Il y a évidemment beaucoup d'arguments pour le traitement hormonal, mais il y a aussi quelques arguments contre. Et la prise en charge des symptômes et le focus sur la qualité de vie de la patiente doit être majeur. Ça doit être la première initiative, c'est de tout mettre en œuvre pour améliorer sa qualité de vie. Ça ne passe pas forcément par de la chirurgie et ça ne passe pas forcément par un traitement hormonal. Voilà, je m'arrête là. Il y avait quelques diapos supplémentaires, mais je vais laisser de la place pour le topo suivant et puis pour la discussion. Merci, docteur. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Arnaud Fauconnier. Je suis tout à fait désolé de ne pas être présent avec vous ce soir pour des raisons tout à fait indépendantes de ma volonté. Je vais vous parler donc du diagnostic d'endométriose en soins primaires. C'est un sujet qui est très important et qui, je dirais, est la clé du problème, certainement la clé du problème de ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Les choses ne sont pas si simples comme vous allez le voir. Petit rappel sur l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie dont les formes les plus sévères peuvent être responsables de douleurs très intenses, comme vous pouvez le voir sur cette description d'une patiente sur un des questionnaires que nous utilisons. La sémiologie de l'endométriose est assez caractéristique quand on interroge les femmes elles-mêmes qui souffrent de cette maladie et aussi les praticiens. On retrouve cette douleur qui est un peu multidimensionnelle, ce que j'ai appelé les 4D, les douleurs pelviennes lors des règles et les douleurs pelviennes spontanées, ressenties avec les moments du cycle ou en dehors des moments du cycle, la dyspareunie profonde, qui est souvent positionnelle, qui est très importante et qui empêche les rapports. Les signes digestifs douloureux, c'est moins connu. Des douleurs pour aller à la selle, mais aussi des symptômes cataméniaux tels que les douleurs en ayant envie d'aller à la selle ou les diarrhées, l'alternance diarrhée-constipation. Ces symptômes sont assez fréquents dans la maladie. Enfin, les signes fonctionnels urinaires douloureux qui sont souvent un petit peu oubliés, assez caractéristiques. Douleur avant d'avoir envie d'uriner ou douleur après avoir envie d'uriner. Il y a d'autres symptômes qui sont reconnus par les patientes beaucoup, fatigue, épuisement, ralentissement, altération, handicap de la vie professionnelle. L'endométriose est une cause de handicap. Quand on interroge les patientes, ça sort tout de suite. C'est une maladie qui est handicapante
Et il faut le comprendre et aussi accompagner dans la prise en charge ce handicap, tant professionnel, social et aussi sexuel. C'est un point très très important de cette maladie et en particulier primaire. Alors pourquoi ça fait mal l'endométriose? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça fait mal. L'endométriose, c'est d'abord avant tout des lésions qui vont saigner au moment des règles. On le voit très bien sur cette photographie avec finalement le sang rouge qui va se déverser, irriter les organes pelviens. Et aussi, on le voit aussi dans le format microscopique avec ces petites vésicules de poches de sang, d'hématométrie, qui vont, avec les cycles menstruels, se gonfler et générer une inflammation locale qui va être à l'origine le point de départ des douleurs. Un autre point important sur l'explication des douleurs, c'est le rôle de l'endométriose profonde. Ces lésions qui vont infiltrer en profondeur les espaces pelvis sous-péritonéaux et la paroi des organes, eh bien, ces lésions vont être capables de donner des signes extrêmement particuliers, signes qui vont se manifester du fait de l'infiltration des petits nerfs qui sont autour des organes. Donc cette infiltration va se traduire par des douleurs qui sont d'une part très intenses et d'autre part qui obéissent à un certain parallélisme anatomoclinique avec une sémiologie très caractéristique que j'ai appelée douleur localisatrice, douleur qui dépendent en fait du territoire anatomique qui est atteint. Par exemple, lorsqu'il y a une atteinte des ligaments utérosacrés, ça donne des symptômes de dysparonie. Lorsqu'il y a une atteinte du vagin, du torus ou du bas rectum, vous allez avoir des douleurs à la défécation. Les douleurs, l'atteinte intestinale se caractérise par des signes fonctionnels digestifs ou des douleurs non cycliques et les douleurs des atteintes vésicales vont se caractériser par des signes fonctionnels urinaires. Alors bien sûr, c'est un modèle, on verra les limites de ce modèle un peu plus tard. Là, l'autre aspect de l'endométriose et l'autre grand mécanisme, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation. La sensibilisation, c'est un phénomène de renforcement douloureux qui se produit à plusieurs étages. Ça a été démontré chez l'animal puis chez l'homme. Au niveau local, la présence d'endométriose va entraîner la prolifération des petits nerfs qui vont se développer et créer un mode local d'amplification et qui va perturber l'analyse de la relation entre les symptômes et la maladie. À une échelle plus haute, dans le tronc cérébral, dans la moelle, dans le tronc cérébral, puis vers le cerveau, il y a des phénomènes également de sensibilisation qui vont amplifier les messages douloureux et les transformer, rendant effectivement les situations plus complexes. Et c'est ce qui fait que parfois on n'y comprend plus rien. Alors, ce qui est très important, c'est la sensibilisation centrale. Ces femmes qui souffrent de façon chronique vont développer avec le temps une espèce d'allergie à la douleur par des mécanismes de renforcement douloureux. Et qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Des associations de maladies douloureuses symptomatiques. Par exemple, l'endométriose douloureuse sera associée avec des douleurs, des migraines, avec les troubles fonctionnels intestinaux, de la fibromyalgie, etc. Donc on rencontre cette association de syndromes douloureux qui témoigne au fond d'une sensibilisation centrale. Ça va avoir une importance considérable dans la prise en charge. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile de diagnostiquer l'endométriose? Alors ça, c'est difficile parce que la logique, c'est une maladie qui se diagnostique chirurgicalement en prélevant les lésions et en les analysant sur le plan histologique. Bon, ça veut dire, est-ce qu'on va opérer tout le monde? Bien sûr que non. Il faut sélectionner les patientes qu'on va opérer. Alors là, c'est ce qu'on appelle le biais de vérification. Alors là, c'est une diapo très compliquée, vous n'êtes pas obligé de la comprendre. C'est tout simplement l'homme qui cherche ses clés sous le lampadaire. Hein. On va chercher sous le lampadaire, on ne va voir finalement que ce qui est sous le lampadaire et pas ce qui est à côté. Et donc, en fait, le biais de vérification, c'est quelles sont les femmes qu'on va diagnostiquer,
qu'on va sélectionner pour diagnostiquer, soit par célioscopie, soit par imagerie, elles sont diagnostiquées parce qu'elles ont des symptômes. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le problème, c'est que quand on fait des célioscopies à tout le monde, donc dans l'exemple ici, endométriose découverte, recherchée découverte chez des femmes fertiles et qui n'ont pas de douleur, eh ben on en trouve très, 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 très souvent. Alors là, on est totalement perdu, hein, parce qu'on se dit, bah, ce n'est pas une maladie. Non, ce n'est pas une maladie. La lésion d'endométriose retrouvée chez des femmes asymptomatiques n'est pas une maladie. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher sur l'imagerie? Est-ce qu'on peut diagnostiquer l'endométriose en dehors, finalement, de la celloscopie? Bah, on a des images qui sont totalement caractéristiques sur l'échographie, sur l'IRM. Voilà, avec ces échographies pelviennes et l'IRM sont des éléments de diagnostic qu'on utilise en France depuis les années 2006. Et ça se développe parce que de plus en plus de gens, de radiologues, d'échographistes gynécologiques sont attentifs à ce diagnostic et cherchent les symptômes. Le problème, le grand problème, c'est d'abord la sensibilité. La sensibilité, capacité de détecter la maladie, eh bien, quand c'est un kyste endométriosique, eh bien, c'est extrêmement facile. Le kyste est détectable très facilement dès qu'il est de plus de plus de 2 ou 3 cm, parce qu'il a une formule caractéristique à l'échographie. Donc ça, c'est facile. Ce qui est plus difficile, et pourtant c'est ce qui fait le plus mal, c'est l'endométriose profonde. Vous voyez sur ces tableaux de chiffres que la sensibilité est faible. Alors, en vie réelle, c'est encore pire, mon Dieu, mon Dieu. Alors, vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai, moi je sais faire les échos, oh, j'ai un très bon échographiste. En fait, l'échographie, quand on regarde avec des gens qui font des échographies gynécologiques de façon de bonne qualité et qui le font souvent, on s'aperçoit que s'ils ne font pas beaucoup d'examens pour endométriose, ben, ils ne voient pas l'endométriose profonde. C'est ce que dit cette étude en vie réelle. Ben oui, c'est la vérité. Et c'est pour ça que l'HAS a défini ces notions d'échographie dites de référence, hein, avec des praticiens qui font beaucoup d'imagerie d'endométriose. Alors, est-ce que l'IRM est meilleur? L'IRM est meilleure, oui, parce qu'on peut relire, mais elle est aussi perverse parce qu'elle génère un certain nombre de faux positifs ou de surdiagnostics, c'est-à-dire qu'on voit des choses qui n'existent pas, ou bien on voit des choses qui n'ont pas de conséquences physiopathologiques. Donc l'utilisation de l'IRM en soins primaires, je la rejette complètement. Sachez-le dès à présent. Pour autant, cet examen est trop souvent prescrit. On en verra les conséquences plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en soins primaires pour essayer de détecter l'endométriose, détecter de façon précoce, c'est-à-dire en évitant toute cette errance diagnostique? Vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. Mais on a, avec la HAS, fait des recommandations qui s'appliquent aux soins primaires et dont je vais vous donner les éléments. Alors, d'abord, la première chose à comprendre, c'est que ne pas chercher systématiquement les douleurs de règles, les trucs, les dyspareunies, parce que ce sont des symptômes qui sont extrêmement fréquents en population générale. Ça veut dire que, est-ce qu'il faut demander systématiquement à une jeune fille qui va prendre la pilule, souffrez-vous de dyspareunie ou de dysménorrhée? Non, ça ne sert à rien parce que c'est fréquent. Les dysménorrhées ne sont pas des douleurs forcément anormale dans la population féminine, puisque vous voyez qu'en France et aux USA, 90% des femmes ont déclaré avoir des douleurs de règles. Elles ne sont pas toutes atteintes de la maladie, loin s'en faut. Donc, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'interrogatoire doit être poussé. Si vous avez une plainte de douleur, l'interrogatoire doit être poussé, notamment par exemple chez les jeunes filles, sur les dysménorrhées. Comment on va distinguer ce qui est normal de ce qui ne l'est pas? Eh bien, tout simplement par l'intensité des symptômes. Vous avez ici l'échelle visuelle analogique, vous pouvez utiliser l'échelle numérique, mais aussi des éléments comportementaux, altération du travail, alitement, mais recours aux médicaments de classe 2. Et puis, vous avez une échelle que j'aime bien chez les jeunes filles, qui est l'échelle verbale de Anders et Milsom. Et vous voyez les dysménorrhées sévères de la jeune fille, hein, elles sont assez caractéristiques parce qu'elles entraînent des symptômes somatiques. C'est le premier élément.
La deuxième élément, c'est l'interrogatoire doit être poussé. Si vous avez une plainte de douleur, l'interrogatoire doit être poussé, notamment par exemple chez les jeunes filles, sur les dysménorrhées. Comment on va distinguer ce qui est normal de ce qui ne l'est pas? Eh bien, tout simplement par l'intensité des symptômes. Vous avez ici l'échelle visuelle analogique, vous pouvez utiliser l'échelle numérique, mais aussi des éléments comportementaux, altération du travail, alitement, mais recours aux médicaments de classe 2. Et puis, vous avez une échelle que j'aime bien chez les jeunes filles, qui est l'échelle verbale de Anders chez Milsom. Et vous voyez les dysménorrhées sévères de la jeune fille, hein, elles sont assez caractéristiques parce qu'elles entraînent des symptômes somatiques. Alors, après, j'avais, dans les années 2000, proposé avec l'équipe de Cochin, j'étais là-bas à l'époque, un modèle diagnostique pour l'endométriose profonde. C'est ce que j'ai appelé les douleurs localisatrices. Eh bien, ça a eu du succès, pas de ma faute, hein, ça a eu du succès, tant mieux, et on a retenu cet élément, ce critère, la présence de douleurs localisatrices, dysparonie profonde, positionnelle, altérant les rapports sexuels ou avec des notes de douleur fortes, ou douleur à la défécation à recrudescence menstruelle, comme des éléments en faveur de l'existence de l'endométriose profonde, donc devant faire rechercher cette maladie. Donc vous pouvez utiliser ces critères d'interrogatoire, c'est ce qu'on a défini avec HAS. Et bien sûr, l'examen gynécologique ciblé, la perception d'un nodule de l'aire rétrocervicale, qui est le marqueur le plus caractéristique. Hein. Donc, ce n'est pas présent dans tous les cas, mais près de une fois sur deux, vous allez sentir quelque chose d'anormal. Alors bien sûr, on a recommandé l'examen gynécologique en soins primaires avec l'appui des médecins généralistes. La question de la fiabilité de cet examen en soins primaires, elle n'est pas répondue actuellement. Hein. Donc c'est une question qu'il faudra résoudre dans les années futures et surtout dans l'apprentissage. Là, le dernier point que nous avons recommandé, c'est la simple échographie de routine. Je vous ai dit, ça ne marche pas sur l'endométriose profonde. Par contre, vous avez un marqueur de l'endométriose, c'est le kyste endométriosique qui se voit à tout coup avec un échographiste sans pour autant être référent. Vous allez repérer ce kyste. Un tiers des patientes souffrant d'endométriose moyenne à sévère en ont un. Et c'est un marqueur de gravité de la maladie. Donc ne nous privons pas d'une simple écho, je dirais, du coin de la rue, avec un échographiste non spécialisé dans cette maladie. Après, voilà ce qui est l'algorithme de l'HAS, vous le trouverez sur le site de l'HAS, il est très bien résumé ici, il reprend tout ce que je vous ai dit en fait. Hein. Donc, la question de la gestion en vie réelle de cette problématique de suspicion clinique d'endométriose, c'est finalement de gérer l'incertitude. Je vais vous en donner un court exemple et vous verrez comment on va faire. Donc, cette jeune fille, elle a des dysménorrhées secondaires, donc ça c'est un critère, qui sont invalidantes, qui sont fortes, et finalement, vous avez suivi l'algorithme de l'HAS, vous lui avez donné finalement un contraceptif œstroprogestatif, Minidril d'abord, deuxième génération, Lilou, qui est plus faiblement dosé, et finalement, elle saigne, et à chaque fois qu'elle saigne, elle a mal. Vous l'avez mis sous adépal, il y a toujours des saignements et des douleurs pendant les saignements, donc on est embarrassé, on va l'envoyer, on ne va pas l'envoyer dans un centre de référence. La réponse est non, il ne faut surtout pas nous l'envoyer. Hein. Alors bien sûr, on n'a pas pu résister, la maman s'inquiète, on a fait une IRM, ok? Parce que finalement, elle était on a été vierge, donc on a dit, bah, on va pas faire de l'échographie vaginale, ok. On a quand même été bon élève, on a fait une échographie subpubienne, puis on n'a pas résisté, on a fait une IRM, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Discret épaississement du ligament utérosacré gauche. Donc, le radiologue dit, bah, c'est une endométriose à minima, quoi. Donc, on nous la met dans la case endométriose, et puis hop, bah, maintenant, ça ne marchera plus rien. Plus rien ne marchera parce qu'on est dans l'endométriose. Déjà, ce signal IRM n'est pas un signal caractéristique de la maladie. Donc moi, je réfute ce diagnostic en disant ce signal est incertain. On est dans une classe diagnostique d'incertitude.
Après, oui, on a tenté loyalement la contraception, mais douleur, dysménorrhée, il faut trouver la bonne contraception. Elles marchent toutes du moment qu'on obtient l'aménorrhée. Hein. Donc chez cette jeune fille, on va plutôt essayer, par exemple, une micropilule, un comprimé par jour d'optimisette, voire deux. Si on n'arrive pas à bloquer les règles, il faut attendre, il faut être un peu patient, 2, 3 mois. Sinon, la formule magique, c'est effectivement un contraceptif œstroprogestatif, faiblement dosé, mais donné en continu. Et quand ça saigne, qu'est-ce qu'on fait? On dit on arrête 7 jours et on fait venir les règles, entre guillemets, et ça repart. Et avec ça, on va traiter beaucoup de jeunes filles. Mais si on n'a pas compris la sensibilisation, si on n'a pas compris toute l'anxiété qu'il y a derrière ces symptômes et cette maladie, on ne va pas les guérir. Donc il faut gérer l'incertitude. Alors comment on gère l'incertitude? Comme vous pouvez avec des moyens non médicaux, non agressifs. Regardez cette expérience merveilleuse en Nouvelle-Zélande avec une classe de danse pour les teenageuses qui avaient dysménorrhée et peut-être endométriose. Et bien finalement, on a réussi avec cette classe de danse à réduire le taux de célioscopie, à augmenter le taux de guérison par la pilule ou sans la pilule. Alors, il y a plein de mesures bénéfiques, ce que j'appelle les médecines douces, c'est ce qu'on appelle les médecines complémentaires et qui nous aident, l'ostéopathie, la sophrologie, je dirais la nutrition, la kinésithérapie éventuellement. Vous avez tout un éventail, il faut les coacher, il faut leur apprendre à gérer la douleur par elles-mêmes et les mettre dans les mains de spécialistes qui vont gérer le côté douleur au niveau, je dirais, cérébral ou du corps, la raideur. Tout ça, ça marche très très bien, beaucoup mieux que l'envoi au chirurgien qui va faire des miracles. En fait, il n'en fera aucun. Hein. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Ça, c'était le mot de la fin, c'était la demande du président Macron. Est-ce qu'on peut faire mieux pour le diagnostic en soins primaires? Alors, la réponse est, ben oui, vous l'attendez. Est-ce que l'endotest, ça fonctionne? Alors, l'endotest, pardon, j'ai sauté cette dia, mais c'est important d'abord de comprendre qu'est-ce qui est demandé par les associations, c'est de nommer une maladie pour le symptôme. J'ai très mal au ventre depuis des années, je veux un nom, je veux un nom, je veux qu'on me dise ce que j'ai. Alors ça, c'est une réalité. Il faut le comprendre. La question de, euh, la question de l'endotest, c'est un test miracle ou pas? Est-ce que ce test est aussi prometteur que ce qui est annoncé par les articles qui sont publiés? Les articles publiés aussi dans les médias féminins, dans les grands médias grand public qui nous annoncent que c'est un miracle. Alors, pour l'instant, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ce qui a été évalué par la l'HAS, c'est que on pourrait imaginer, si on fait des tas de calculs, alors les calculs, hein, on se trompe parfois, hein, c'est qu'on pourrait imaginer d'éviter des célioscopies dites inutiles, parce qu'on ferait, on éliminerait cette maladie par la sensibilité du test. OK, très bien. Qu'est-ce qu'on ferait finalement des celles à qui on ne fait pas de célioscopie? Bah, je dirais retour à la case en arrière, hein, bienfaisance et compagnie, ne pas les abandonner. Et puis, je dirais, la spécificité, c'est de dire aussi que finalement, là, on est sur une augmentation de la probabilité du diagnostic. Si on fait le test, que l'imagerie est négative, et si on fait le test, on a probablement une bonne spécificité, c'est-à-dire qu'un grand nombre de ces femmes vont effectivement avoir une endométriose, si c'est confirmé, bien sûr. Alors, l'HAS, dans sa sagesse, a dit avant d'autoriser le remboursement, on va évaluer à grande échelle. Donc, il va y avoir une étude clinique d'innovation thérapeutique où un grand nombre de femmes vont être incluses avec les critères d'imagerie, entre guillemets, négative ou douteuse. C'est là où le test pourrait avoir un intérêt. Et à ce moment-là, de prescrire la célioscopie en cas de positivité célioscopie qui serait thérapeutique. Voilà le programme qui va être fait. L'autre intérêt de notre, notre programme de recherche, c'est l'algorithme DEVA. C'est un algorithme dont vous allez voir le fonctionnement, que nous avons développé dans le cadre d'un programme de recherche avec l'Université Versailles-Saint-Quentin, le centre hospitalier
de Versailles et le centre hospitalier de Poitiers et de Poissy. Donc cet algorithme est breveté, il est actuellement accessible en ligne, donc vous pouvez l'essayer pour vos patients. Ce sont 21 questions en oui-non qui vont nous permettre un calcul d'une probabilité d'endométriose, d'être atteint d'une endométriose, je dirais, moyenne à sévère. On a calculé les probabilités à partir d'un échantillon de 300 femmes dont je dirais 100 avaient une endométriose documentée chirurgicalement et histologiquement dans des formes toujours moyennes à sévères pour la plupart. C'est celle qui nous intéresse d'identifier. Donc cet algorithme, il marche avec du oui-non dans un langage naturel, donc c'est les patientes qui vont remplir et on va permettre de prédire. Dans cet exemple, vous avez ici une prédiction 4%, c'est-à-dire cette jeune fille qui a pourtant des dysménorrhées sévères, eh bien, elle n'a pas d'endométriose d'après cet algorithme. Alors, l'autre exemple ici, vous voyez, un exemple caractéristique, puisqu'elle a des douleurs de règles, elle a des douleurs de dyspareunie profonde, elle a des douleurs à la défécation, elle a des douleurs en urinant. Ben, vous voyez, elle a presque répondu oui partout. Et ben, elle a 97% de chances d'avoir une endométriose. Donc, c'est un algorithme de prédiagnostic. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, on va en faire qu'on va autoriser finalement la prescription de l'IRM dans le cadre du soin primaire en disant à partir de cet algorithme, on va augmenter tout simplement la probabilité d'avoir vraiment une endométriose et donc de ce fait, l'IRM va devenir pertinente si on la prescrit chez les femmes qui ont une probabilité élevée, alors qu'à l'inverse, on ne la prescrira pas chez les femmes qui ont une probabilité plus faible. Alors ça va donner un essai thérapeutique qui s'appelle Apprendo, qui a maintenant été financé par le ministère de la Santé et nous allons commencer l'inclusion des centres très prochainement. Donc, c'est un essai dont je pourrais vous en détailler les explications pour ceux qui sont intéressés. C'est un essai, en tout cas, nous recrutons en soins primaires, donc des praticiens en soins primaires, médecins généralistes, sages-femmes, gynécologues médicales, avec une activité significative de gynécologie, bien entendu, et qui sont motivés par la recherche clinique. Alors, il y a les bonnes pratiques cliniques, formation en ligne obligatoire, oh là là. Vous pouvez m'envoyer un courriel et un CV si vous êtes intéressé par participer, avec à mon adresse qui figure sur ce diaporama. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé, je ne serai pas présent pour vous répondre à vos questions. Vous pourrez poser des questions par écrit à Marion Losberg et ce sera avec plaisir que je répondrai. À très bientôt. Merci beaucoup. Alors, je vais faire très rapide pour qu'on puisse laisser un peu de place aux questions. Donc, moi, je suis coordonnatrice de la filière voyelle, c'est-à-dire que c'est la filière qui s'engage pour les patientes endométriosiques sur le territoire des Yvelines et du Val d'Oise Ouest. Donc, je vous ai mis quelques chiffres. Aujourd'hui, l'endométriose est une priorité nationale de santé publique, puisqu'on estime que 10 à 20% des femmes en âge de procréer sont concernées, ce qui représenterait entre 300 à 600 000 femmes en Île-de-France. On est à 7 ans en moyenne pour avoir un diagnostic et 70% d'entre elles souffrent de douleurs invalidantes et 40% des cas d'infertilité sont dus à l'endométriose. En 2022, donc, il y a eu un plan d'action qui a été annoncé par notre gouvernement en 3 points. Le premier était investir dans la recherche clinique afin de trouver des traitements thérapeutiques adaptés, puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement médicamenteux spécifique pour lutter contre l'endométriose. Le deuxième point, c'était offrir un parcours diagnostique facilement identifiable sur le territoire et accessible à toutes sur l'ensemble du territoire. Autrement dit, c'est avoir un professionnel au plus proche de son domicile. Et le troisième point, c'est développer un réflexe endométriose. Autrement dit, c'était sensibiliser, former, communiquer, informer l'ensemble du grand public, les professionnels et les associations sur l'endométriose. D'un point de vue régional, cette politique nationale, elle est passée par la création des filières régionales avec pour mission suivante qui était favoriser l'accès à une prise en charge précoce en proximité. C'était réduire l'errance diagnostique puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, l'endométriose se diagnostique en moyenne 7 ans plus tard. C'était développer et améliorer la prise en charge de la douleur, former les professionnels de santé et informer le public et réduire les interventions qui sont répétées et non pertinentes. Donc l'endométriose en Île-de-France, donc c'est une filière régionale endo-EDF
qui est porté par l'ARS Île-de-France et qui se décline en 4 filières territoriales. C'est-à-dire que la région Île-de-France est tellement vaste qu'il a été décidé de découper la filière en 4 sous-filières territoriales. Et donc, nous, on est en rose, on couvre le département des Yvelines et du 95 Ouest. L'idée des filières, c'était garantir un accès à une prise en charge adaptée, personnalisée et de qualité sur l'ensemble du territoire, conformément à la gradation des soins. Alors ça, on va y revenir après sur la gradation des soins. Donc les missions des filières, on a toutes les mêmes missions qui sont après déclinées sur nos territoires. Donc c'était constituer et coordonner une offre de soins graduée sur le territoire en fonction de la gradation des soins. C'est offrir une prise en charge pertinente et personnalisée pour chaque patiente atteinte d'endométriose. C'est améliorer la précocité du diagnostic et l'orientation des patientes au sein des filières. Et c'est former et informer les professionnels de santé sur la prise en charge de l'endométriose. Donc, on a 3 niveaux de recours aujourd'hui sur la gradation des soins. On a un premier niveau de recours qui sont les soins de proximité. Donc, les soins dits de premier recours, qui sont des soins en ville avec des professionnels en ville qui sont en capacité de pouvoir faire un premier examen clinique et ou une échographie, par exemple, pelvienne, et puis qui peuvent orienter la patiente vers le deuxième recours. Le deuxième recours, ce sont des centres de recours hospitaliers avec des équipes qui sont multidisciplinaires et qui permettent une prise en charge un peu plus complète des endométrioses qui sont dites simples pour les patientes qui le souhaitent. S'il y a besoin, ces centres de recours peuvent orienter les patientes vers un centre de niveau 3 qui sont dits des centres experts. Sur notre territoire, on a 2 centres experts qui sont Poissy et Versailles, avec des équipes multidisciplinaires, donc c'est-à-dire des chirurgiens digestifs, urologiques, gynéco, médecins de la fertilité, médecins de la douleur, et une imagerie radiologie spécialisée en endométriose et qui prennent en charge des endométrioses qui sont dites complexes et qui touchent plusieurs organes. L'idée de la création des filières, c'est bien sûr de remettre la patiente au bon endroit de sa prise en charge auprès du bon praticien. L'idée aussi, c'était, alors je mets entre guillemets ce que je vais dire, de désengorger les centres experts, puisqu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des patientes qui pourraient relever d'une prise en charge de premier recours et qui embolisent entre guillemets, je mets toujours entre guillemets ce que je dis, les centres experts, et donc qui potentiellement rallongent aussi les délais d'attente des patientes qui ont réellement besoin d'un centre expert de niveau 3. Donc l'idée de la filière, c'est de remettre la patiente au bon endroit, auprès du bon praticien, au bon moment de sa prise en charge, d'où la gradation des soins qui a été structurée pour offrir un parcours de soins personnalisé de chaque patiente. Donc là, je ne vous vois pas, mais je vous demande de sortir vos téléphones pour flasher le QR code qui va vous orienter directement vers le site internet de la filière. Ce site internet, en fait, il a plusieurs rubriques. La première, c'est de présenter l'endométriose. Qu'est-ce que l'endométriose? Les symptômes, le diagnostic, les douleurs. Il y a des schémas qui sont mis sur le site internet. On présente aussi la filière régionale et les 4 sous-filières territoriales. On reprend la gradation des soins, les modalités d'adhésion. Il y a un catalogue de formation qui a été validé par l'ensemble des copines de la filière et qui est à vos dispositions si vous avez besoin, en tout cas, de mettre à jour vos connaissances. Il y a une rubrique dédiée aux patientes où les patientes peuvent nous contacter directement par le site internet pour être orientées dans la filière. Et puis, il y a un agenda, les dates de RCP, les actualités. Par exemple, le webinaire d'aujourd'hui était publié sur le site internet de la filière. Et ce qui est aussi important dans ce site internet, c'est l'accès à un annuaire public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des adhésions de professionnels de santé qui sont formés et sensibilisés. Ils acceptent que leurs coordonnées apparaissent dans l'annuaire public. Et donc, ça permet aux patientes, aux associations, à des professionnels de pouvoir orienter les patientes dans cet annuaire. Donc cet annuaire, il est accessible à tous et il recense l'ensemble des professionnels qui sont formés et sensibilisés à l'endométriose. L'annuaire recense aussi les établissements de santé qui ont un parcours de soins spécifique sur la prise en charge de l'endométriose. Donc comment on adhère à Voyelle, puisque sans professionnel, la filière, elle ne peut pas fonctionner. Donc, vous êtes un professionnel de santé libéral. Votre adhésion, elle est libre, volontaire et gratuite. Voyelle n'est pas sous forme associative. Vous remplissez le formulaire d'adhésion, vous signez la charte d'adhésion, vous m'envoyez votre CV, vos justificatifs de formation à l'endométriose et vous acceptez la diffusion de vos coordonnées dans l'annuaire puisque l'intérêt, il est pour les patientes comme pour les professionnels de pouvoir trouver quelqu'un qui prenne en charge l'endométriose le plus proche du domicile de la patiente.
L'idée d'adhérer à la filière, eh bien, c'est de participer à des RCP, c'est de travailler ensemble avec les professionnels de santé adhérents de la filière. C'est aussi orienter les patients dans les associations via des pros de la filière, c'est participer au protocole de recherche, hein, comme le disait le professeur Fauconnier en amont, et c'est favoriser une continuité de la prise en charge entre la ville et l'hôpital. Donc, quels bénéfices pour les professionnels d'adhérer à la filière? Eh bien, c'est un travail en collaboration, un travail en réseau avec des ressources médicales, non médicales, des médecines complémentaires. C'est participer aux événements qui sont organisés par Voyelle. C'est la délivrance d'informations, la mise à jour de vos connaissances, la délivrance de recommandations de bonnes pratiques. C'est la présentation des dossiers au RCP, puisque l'idée, c'est aussi de créer des RCP de premier recours et de pouvoir participer aux RCP déjà existantes. C'est l'inscription dans un annuaire public, donc ce qu'on vient de voir sur le site internet, c'est l'invitation aux rencontres de la filière, c'est la participation au protocole de recherche. Donc pour les patientes, hein, comme je le répète assez souvent, hein, c'est mon leitmotiv sur la filière, c'est-à-dire que pour les patientes, avoir une filière, eh bien, c'est avoir accès à un professionnel de santé qui est formé et sensibilisé au bon moment de sa prise en charge et au plus proche de son domicile. Donc, je vous ai mis mes coordonnées. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la filière, sur l'adhésion, sur le parcours de soins, sur les événements qui sont organisés, sur le site internet de la filière, sur le territoire couvert, sur les structures qui prennent en charge aussi l'endométriose, les structures de niveau 2, de niveau 3, sur la prise en charge aussi en premier recours, sur la création de RCP. Voilà, il y a tout à créer. Donc, on a besoin de votre mobilisation pour offrir un parcours de soins aux patientes qui aujourd'hui sont très désireuses d'avoir un professionnel qui les écoute et qui les prenne en charge dans leur pathologie. Merci Marion qui a passé la troisième là pour pouvoir finir à temps et laisser la place aux questions-réponses. Alors, je vous invite soit à lever la main pour prendre la parole ou alors à utiliser le chat si vous avez des questions diverses à poser, soit à Dr Panel, soit à Marion Losberg. Vous avez pu voir, sans se concerter avec Arnaud Fauconnier, on est vraiment sur la même ligne. Vous avez face à vous deux chirurgiens qui vous disent globalement que ce qui compte, c'est l'écoute, la prise en charge de la qualité de vie, les médecines complémentaires et le traitement hormonal. Donc, vous voyez, on est quand même très convergents. L'idée, il est quand même qu'on puisse répondre aux besoins des patientes. Enfin, elles ont une véritable souffrance, une véritable errance, un manque de prise en charge. Et donc, quand elles finissent par arriver à notre consultation, où déjà on peut être effectivement débordé par des ados qui se demandent si elles en ont ou pas, et on ne peut pas leur répondre, et où des patientes qui auraient besoin de notre expertise à la fois de connaissance de la pathologie dans ses formes très complexes, dans les questions de préservation de fertilité et dans les questions chirurgicales, qu'on puisse être disponible pour ces patientes-là, tout en permettant à toutes les autres d'être bien prises en charge. Parce que là encore, nous, on les voit une fois, et du coup, ce n'est pas de ça dont elles ont besoin. Elles ont besoin d'être accompagnées jusqu'au moment où elles vont aller mieux, et elles vont aller mieux, grâce à la prise en charge globale. Alors, il y a une question pour vous, docteur Panel. Vous avez parlé d'inflammation qui dure 3 mois. Y a-t-il un lien entre la durée de test d'une pilule pendant une période de 3 mois? Alors, pas de lien direct, mais globalement, ce qu'on cherche à obtenir, c'est minimum 3 mois d'aménorrhée. Bon, donc va bien falloir voir si effectivement la nouvelle pilule testée va permettre ces 3 mois d'aménorrhée. Sachant que pas mal de patientes vont présenter des sputtings ou des métrorragies, en particulier dans ce contexte-là, puisque je vous ai dit qu'elles peuvent avoir de l'adénomiose. L'adénomiose va avoir tendance à faire saigner. Elles vont avoir une hypervascularisation utérine. Ce n'est pas un hasard si les patientes qui ont de l'endométriose sont nombreuses à signaler que dès les premières règles, elles étaient très douloureuses, mais que souvent, elles étaient aussi très abondantes, ménorragiques. Donc, dans ce contexte-là, on va avoir un peu plus de mal
à trouver la recette qui va permettre à la patiente d'être en aménorrhée. Donc c'est pour ça qu'on teste minimum 3 mois. Et puis, de fait, oui, ce qu'on cherche, c'est avoir 3 mois d'aménorrhée. Alors, la personne a juste mis une phrase complémentaire à noter sans traitement l'œstroprogestatif. Alors, je ne sais pas du coup le lien. Ah, alors non, c'est parce que c'était pas fini. Voilà. Oui. Sans traitement, Est-ce que l'endométriose peut s'aggraver? Voilà. Alors ça, c'est aussi assez complexe. Sans traitement, on voit des endométrioses s'aggraver, on voit des endométrioses ne pas s'aggraver, on voit même des endométrioses régresser, même sans traitement. Parce que malgré tout, l'organisme se régule quelque part. Hein. Et donc, on ne connaît pas complètement tous les mécanismes, mais il y a une capacité de régulation. Et même sur des lésions relativement importantes, on est étonné de temps en temps de voir des régulations. Puis de temps en temps, on voit des fortes accélérations. Là encore, qu'on ne s'explique pas toujours très très bien. Voilà. Alors, juste une toute petite chose, quand on voit des accélérations d'endométriose après la quarantaine, il faut avoir quand même dans un tout petit coin de sa tête que une frange infime, certes, mais une petite frange quand même des patientes atteintes d'endométriose qui sont toutes déjà des endométrioses sévères risquent d'évoluer vers un cancer de type adénocarcinome à cellules claires. Donc, juste avoir ça dans un tout petit coin de la tête, c'est globalement des formes sévères après 40 ans. Voilà. Alors, il y avait d'autres questions. Quelles patientes envoyez-vous vers les kinés, les ostéopathes, les diététiciennes? Bon, alors, on me demande souvent c'est quoi le meilleur outil diagnostique de l'endométriose, et je réponds les oreilles. C'est-à-dire que si vous écoutez les patientes, non seulement vous allez plus facilement faire le diagnostic, mais en plus, vous allez pouvoir répondre à leurs attentes. Parce qu'une fois qu'on a dit endométriose, on n'a rien dit. Il y a des endométrioses asymptomatiques, et puis il y a des symptomatologies très variables. Il y a des patientes qui n'ont que des problèmes digestifs. C'est débordant. Dis-moi les règles, je les gère, je prends un peu d'ibuprofène, ça va, c'est pas mon problème. Mais ce plan digestif, c'est l'enfer. C'est l'enfer avec parfois des incontinences, tellement il y a des diarrhées motrices fortes, hein, de façon inopinée. Donc il peut y avoir une très forte altération de la qualité de vie des patientes sur le plan digestif, par exemple. Ces patientes-là, effectivement, on va focaliser nos forces sur cette problématique-là. Donc, effectivement, nutrition, très clairement, mais pas que, parce qu'il y a d'autres façons d'aider à réguler le transit. Et je pense notamment à tout ce qui va être basé sur la respiration. Pourquoi? Parce que la respiration, c'est le seul organe qui a la double commande. Commande volontaire et commande automatique. Et donc, en travaillant la respiration, on va donner des informations au système nerveux autonome et par ce biais-là, permettre en partie la régulation du système nerveux autonome. Donc on sait très bien qu'avec la respiration, on peut accélérer ou ralentir la fréquence cardiaque, mais on va pouvoir aussi réguler le système digestif. Kiné. Kiné, à chaque fois qu'on a besoin de faire travailler, je dirais, de façon un peu active. Hein. Donc, il y a des patientes qui sont très en blocage. Hein. Donc là, effectivement, les remettre en mouvement, c'est très important. Les ostéos, plutôt quand on va avoir besoin de travailler en relâchement. C'est des pistes, hein, mais enfin, voilà, l'idée globale, ça va être d'utiliser les compétences des uns et des autres qui sont complémentaires pour soulager les patients dans leurs symptômes. Donc, voilà, avoir bien en tête quels symptômes elles ont, quel est le symptôme prédominant. Je travaille aussi beaucoup maintenant avec Christine Morin, qui est sage-femme, docteur en psychologie et hypnothérapeute.
Et je vois que les patientes qui ont des scores de catastrophisme élevés et ou qui ont des pathologies associées de type migraine, etc., sont des très bonnes candidates à l'hypnose médicale et à l'auto-hypnose, hein, grâce à laquelle elles vont être en autonomie. Parce que c'est ça aussi le sujet, c'est-à-dire que c'est une maladie chronique chez les patientes jeunes, il faut qu'elles puissent être en autonomie sur leur thérapeutique. Et c'est la limite d'être obligé de passer par les fourches codines d'un professionnel, avec les limites financières parfois aussi. Que l'ostéopathie, même si les mutuelles prennent en charge un certain nombre de séances, ben, ça finit par avoir un coût cumulatif important. Donc, leur donner des éléments qui vont leur permettre d'être autonomes, c'est très intéressant. Sur la nutrition, il y a des résultats spectaculaires. Des patientes qui me disent, mais ça y est, j'ai complètement modifié mon alimentation, elle est autonome là-dessus, et elle dit, je n'ai quasiment plus de douleurs, y compris mes douleurs de règles, y compris mes douleurs de rapport, se sont améliorées grâce à ça. Donc, voilà, faisons force de tout bois, et puis orientons en fonction de la symptomatologie. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Pour le moment, il n'y a pas eu de... Alors, je ne sais pas s'il y a des sexologues dans la salle. S'il n'y en a pas, je fais un appel au peuple. La problématique sexuelle est souvent mésestimée. Les patientes, elles consultent parce qu'elles ont des problèmes de fertilité, parce qu'elles ont des problèmes de douleurs, et c'est ça qu'elles mettent au premier plan. Mais en fait, encore une fois, ce sont des patientes jeunes, et la problématique sexuelle, elle est souvent extrêmement présente, mais pas mise au premier plan par la patiente, ni par son conjoint qui l'accompagne, qui voit bien qu'elle souffre et qui ne veut surtout pas lui mettre la pression sur ce sujet-là. Or, la sexualité est une composante importante de la qualité de vie, en particulier des gens jeunes. Donc, je lance une invitation à ce que les gens formés en sexologie se forment à l'endométriose, parce que l'endométriose est une pathologie somatique qui donne des douleurs sexuelles, hein, qui ont besoin d'être prises en charge, accompagnées, dans le retentissement derrière que ça peut avoir, retentissement psychique, retentissement social, retentissement dans la vie de couple, etc. Donc il y a un vrai besoin de prise en compte et de prise en compte de la pathologie somatique, dans ce cas-là aussi de somatique. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant longtemps, et en particulier côté sexo, on a dit que c'était psychosomatique. Non, c'est pas psychosomatique, c'est somato-psychique. C'est une maladie somatique, pure et dure, qui a un retentissement, évidemment, psychique et affectif, relationnel, sexuel. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous les deux et professeur Fauconnier par procuration de votre disponibilité et de vos présentations très claires. Et j'en profite pour faire ma promotion à moi aussi au niveau du DAC. Hein. Et pour voilà, le prochain Flash Santé organisé par le DAC 78 Nord sera le 17 décembre et nous recevrons à cette occasion les équipes mobiles périnatalité qui interviennent sur le territoire Yvelines Nord.